Ibrahima Sanogo est notre invité du jour. Il est le directeur général adjoint du cabinet Salomon Conseil. Avec lui, nous parlons de comment construire son projet professionnel et personnel. Bonjour et bienvenue. Bonjour M. Kaboré, bonjour à tous nos téléspectateurs et auditeurs. Alors, déjà pour commencer, quel est l'objectif de ce thème que nous entamons aujourd'hui au profit de nos téléspectateurs et de nos auditeurs? D'accord. Déjà, l'objectif, il faut dire que le thème est une continuité de ce qu'on a vu lundi dernier, parce que pour arriver à développer le paradigme du succès qu'il faut, il y a pas mal d'éléments qu'il faut prendre en compte. Et un de ces éléments qui devrait même en fait être un préalable, c'est le projet professionnel, qui est en réalité, si vous voulez, un document qui nous permet de retracer ou d'écrire, d'accord, donc nos aspirations, nos ambitions, nos rêves, d'accord. Donc c'est un document qui est écrit par soi-même et dans lequel, au travers duquel donc on aura la possibilité de donner des orientations à notre carrière professionnelle, à notre vie, de fixer des objectifs, donc de clarifier nos objectifs pour notre vie professionnelle, pour notre vie personnelle, et puis aussi d'entrevoir les étapes à franchir pour pouvoir réaliser ce rêve et cette aspiration. D'accord. Et donc, quand vous avez cette boussole-là, en réalité, il vous est possible d'adopter ou de rentrer dans ce qu'on va appeler le mindset, le bon mindset, le mindset du succès. Mais malheureusement, quand vous ne planifiez pas, quand vous n'avez pas une direction à suivre, ça peut être assez compliqué. D'accord. Alors, à quel moment de sa vie est-ce qu'il est important de réaliser ce projet professionnel et personnel? Est-ce que quand on est toujours sur les bancs, pendant les études, on réalise déjà ce projet? Est-ce que c'est une fois après avoir commencé à travailler? Est-ce que c'est quand on prépare sa retraite? Est-ce que c'est au soir de la retraite? À quel moment est-ce qu'on commence? Ok, à tout moment on peut faire, hein. Mais l'idéal, ce serait pendant qu'on est sur les bancs. Et même, je dirais, plus loin. En réalité, si on était sensibilisé à cette question, si les parents étaient sensibilisés à cette question, ils pourraient accompagner les enfants donc à dessiner, à designer ce truc. Moi, j'estime qu'au plus tard, déjà le début du commencement, c'est après la troisième. Vous voyez, quand on choisit d'aller en seconde A, en seconde C, en seconde D, en réalité, on a pris une direction. On a donné une direction à notre vie. Donc ce choix-là ne devrait pas être un choix fortuit. Ça devait être un choix mesuré et qui répond à des aspirations que nous avons. Malheureusement, c'est une époque où on n'a pas beaucoup d'informations, il y a beaucoup de choses qui manquent, donc on va passer à côté, on peut faire peut-être même des mauvais choix. Après le bac, c'est encore une étape et vous allez voir que, par exemple, nous, au sein donc du campus Ouaga 2000, on met en place des outils qui permettent d'accompagner ces bacheliers-là pour choisir la formation qu'il faut en adéquation avec ce que nous partageons. D'accord. Et à la fin des études, c'est aussi une possibilité. Pendant que vous travaillez, c'est une possibilité. En préparant la retraite, peut-être ça dépend vous êtes à combien de pas de la retraite, mais sinon c'est une possibilité. Ce qui est vrai, c'est que le projet professionnel est un projet, c'est un document dynamique. C'est pas un document figé. D'accord, on va le voir. Il doit évoluer. Il est obligé d'évoluer. C'est donc un peu comme le CV. Oui, mais le CV malheureusement, c'est un peu comme le CV, mais on va dire quoi? Le CV, c'est un constat. Le projet professionnel est une anticipation. D'accord? Voilà. Mais il évolue. Il doit évoluer. Alors, d'aucuns peuvent se poser la question actuellement, pourquoi devrais-je réaliser mon projet professionnel et personnel et comment est-ce que je le fais d'ailleurs? D'accord, ok. Déjà avant de dire pourquoi, j'aime bien Steve Jobs que j'étudie beaucoup et je veux partager une de ses pensées que j'aime bien. Il dit, je cite, quand vous grandissez, on a tendance à nous dire que le monde est ce qu'il est. Et votre existence consiste simplement à vivre sa vie à l'intérieur de ce monde en essayant de ne pas faire trop de vagues, d'avoir une vie de famille agréable, de s'amuser, d'économiser un peu d'argent. C'est une vie très limitée. La vie peut être beaucoup plus excitante une fois que vous découvrez un simple fait. C'est que tout ce qui vous entoure et que vous appelez la vie a été créé par des gens qui n'étaient pas plus intelligents que vous et que vous pouvez le changer, vous pouvez l'influencer.
Une fois que vous avez compris ça, vous ne serez plus jamais le même. D'accord? Donc pourquoi ce document-là, il a caractère pour nous, déjà au travers de ce paradigme-là, de savoir que nous avons la possibilité d'influencer notre environnement, notre monde. Nous avons la possibilité de vivre la vie de nos rêves, pour peu qu'on en a, et qu'on soit prêt à payer le prix pour ces rêves-là. D'accord? Donc nous en avons la possibilité. Au lieu de nous retrouver dans cette mentalité, dans ce paradigme de dire tout nous tombe dessus, la vie arrive comme elle arrive, donc on vit sans planification. Donc pourquoi c'est important? Parce que planifier sa vie nous donne d'avoir, comme je le disais, une boussole, de savoir, de donner une direction, un sens à notre vie. D'accord. Maintenant, il y a plusieurs avantages. D'accord. Avant de parler des avantages, est-ce que à travers le projet professionnel et personnel, est-ce que on ne se déroute pas souvent? Je précise un peu ma question parce que vous allez vous retrouver avec des personnes qui ont rêvé d'être pilotes. Aujourd'hui, qui se retrouve peut-être à faire de l'enseignement. Est-ce que s'il avait préparé son projet professionnel, est-ce qu'il ne se retrouve pas à tout recommencer aujourd'hui? Est-ce que le projet professionnel est toujours figé? Non, on l'a déjà dit, il n'est pas figé, il est évolutif. Peut-être au moment où tu disais, c'est comme les enfants, c'est comme si vous allez me dire, vous prenez en tout cas des enfants de notre âge, je ne sais pas si aujourd'hui ça change, mais vous prenez une majorité d'enfants, ils voulaient être médecins. Mais au fur et à mesure qu'ils avancent, ils se rendent compte que non. Ce qu'ils veulent, c'est aider les autres, hein, au fond. Parce que c'est le médecin qu'ils voient à la télé, qui aide les autres, qui apporte de la vie. Et donc, c'est noble. Il veut être un médecin, d'accord? Mais après, au fur et à mesure, il se rend compte peut-être qu'il n'est pas fait pour être médecin, qu'il n'a pas les capacités pour être médecin. Et puis, il commence à réfléchir à autre chose. Mais l'absence de réflexion, lui, il est mortel, d'accord? Mais en même temps, aussi, ce n'est pas parce que seulement j'ai défini que je le serai. Il y a un ensemble d'éléments à mettre en place. Voilà, vous avez des gens qui ont voulu être pilotes, qui ont décidé d'être pilotes et qui sont pilotes. Ils ont payé le prix pour être. C'est pourquoi même avoir ce projet-là est important. Parce que nombreux sont ceux, on n'a que des rêves. Oui, je rêve. Et généralement, souvent même, on n'a pas un rêve dans le sens de l'être. On a juste un rêve dans le sens de l'avoir. J'insiste vraiment parce que nous évoluons dans un monde où l'argent a tellement pris le dessus qu'on passe à côté de d'autres variables. L'argent est important. Moi, j'aime l'argent, hein, l'argent est important. Mais l'argent est une conséquence de tout ce qu'on va mettre, de toute cette utilité qu'on va apporter à notre environnement. Et donc, nos aspirations devraient se porter sur l'utilité. L'utilité qu'on veut avoir pour notre environnement, la trace ou ce qu'on veut laisser au monde, d'accord? Donc, et si on a une boussole, c'est déjà bien, d'accord? Mais on le recadre au fur et à mesure, parce que au début, quand on le rédige, imaginez quelqu'un qui rédige, qui a cette perception et qui commence à le rédiger à partir de la 3e. Vous voyez, il y a des informations qui lui manquent. Mais le fait qu'il ait la boussole, le fait qu'il ait les éléments qui suivent, le fait qu'il se batte pour, au fur et à mesure, il reçoit d'autres informations. Il y a des changements, il y a des variations qui l'amènent à corriger, à recadrer le tir, mais ça lui donne une direction. Il ne vit pas comme l'autre, qui ne sait pas où il va, qui reçoit de la vie que ce qui arrive de la vie. D'accord? Donc, c'est vraiment ça. Par où on commence? D'accord. Déjà, avant d'arriver dans par où on commence, il faut dire que c'est vraiment important, j'insiste, c'est important parce qu'il y a plusieurs avantages. D'accord. Quand vous avez cette boussole-là, déjà cette boussole vous permet d'avoir des objectifs. Et un livre que je commence à étudier, que j'aime bien étudier, dit « Qu'à tes résolutions répondra à ton succès ». C'est d'abord des résolutions, d'accord? Et quand tu as ça, c'est comme si tu décides de ton futur, d'accord? Est-ce que ça serait accompli à 100%? Tu n'as aucune assurance, mais au moins, tu as un commencement, d'accord? Donc, ça nous permet vraiment d'avoir des objectifs clarifiés. Ça nous permet aussi, si vous voulez, d'opérer des choix stratégiques. Parce que quand je sais où je vais, Sénèque l'a dit, il n'y a point de vent favorable à celui qui ne sait où il va. Donc, quand je sais où je vais, ça me permet ça guide mes choix. Ça me permet de faire des choix vraiment mesurés,
D'accord? Ensuite, ça nous permet de nous différencier. Parce que, vous voyez, quelqu'un qui sait ce qu'il veut, où il va, il ne peut pas agir de la même manière que celui qui n'a jamais décidé ou qui ne décide pas de ce qu'il veut. Voilà. Donc, ça va nous permettre vraiment de nous différencier. Et puis, ça augmente nos chances de succès. Ce n'est pas une assurance, seulement que ça augmente nos chances de succès. Alors, pour le faire, assez rapidement, il y a 3 étapes. D'accord. Quelle est la première étapes. La première, c'est, si vous voulez, c'est un bilan. C'est une auto-évaluation. C'est un diagnostic de nous-mêmes. Et ce diagnostic va passer par quoi? Par la détermination ou la prise en conscience, de qui nous sommes réellement. Donc, nos valeurs, nos dogmes, nos croyances les plus profondes, ce que nous croyons essentiel pour la vie, ce que nous pensons, toutes ces croyances que nous avons sur ce que devrait être la vie, nous devons pouvoir le retracer, d'accord? Parce que c'est ce qui guide nos actions. Si nous pensons que c'est possible, nos actions seront guidées par cela. Si nous pensons quel est le prix possible à payer, qu'est-ce que nous sommes prêts à payer comme prix, vous allez voir que certains, et c'est très noble, diront que si ton succès dépend de l'écrasement des autres, ça ne sert à rien, vous voyez. Donc c'est lui, et puis il y a d'autres qui, c'est pas leur problème, quoique c'est pas recommandé. Mais je veux imager pour qu'on voit que notre propre intérieur, nous devons le connaître, nous devons savoir quelles sont nos valeurs, et nous on parle beaucoup de valeurs fondamentales, encore pour ceux qui le veulent, pourront toujours revenir vers nous pour être accompagnés à définir, à identifier ces éléments-là qui sont les plus importants pour nous. Ensuite, il faut savoir définir nos compétences. Donc, quelles sont nos compétences? Il y en aura 2. Notre savoir-faire, donc compétences techniques, ce que nous savons faire. Ce que nous ne savons pas faire également, c'est important de le savoir, d'accord? Donc, dans qui nous sommes, qu'est-ce que nous sommes, qu'est-ce que nous ne sommes pas. Compétences techniques, ce que nous savons faire, les acquis que nous avons, les expériences que nous avons, tout ça est important, d'accord? Ensuite, on va définir nos qualités humaines, donc notre savoir-être. Quelles sont nos qualités humaines? Quel type de personne je suis? Quelles sont les qualités humaines que j'ai? D'accord? Quelles sont peut-être aussi les limites que j'ai? D'accord? Vous allez voir, pour un peu imager, vous avez des personnes qui sont très timides. Donc, très timide, ça peut être une limite. Mais ça peut être aussi sa personnalité. Et cette personnalité-là va l'amener à dire, bon, le fait que je sois timide, c'est qu'il y a des métiers, par exemple, qui ne sont pas faits pour moi. D'accord? Mais il y aura des métiers qui sont faits pour moi. D'accord? Donc, déjà, ces compétences-là, il faut aussi les définir, il faut les découvrir. Et enfin, il faut donc, si vous voulez, définir nos rêves, nos aspirations, ce que nous voulons pour notre vie. C'est pourquoi c'est un projet professionnel et personnel. D'accord? Parce que ce n'est pas seulement que la carrière, ce n'est pas seulement que nos ambitions professionnelles. C'est un équilibre. D'accord? Ambition professionnelle et personnelle. Qu'est-ce que nous rêvons pour notre vie? Donc ça, c'est la première étape. Donc ça demande un bilan. Et ça demande qu'on y consacre du temps. Qu'on consacre du temps à aller à l'intérieur de nous-mêmes. Pour aller identifier ce qui nous apporte le plus de paix possible. Le plus d'épanouissement possible. Plus je vous écoute, plus j'ai envie de nous ramener un peu en arrière pour poser une autre question, parce qu'on l'a dit, c'est aussi important de le définir peut-être dès la 3e, parce qu'il y a eu une ouverture qui se fait à partir de la seconde, première et terminale. Mais avec les explications que l'on donne, est-ce qu'à partir de la 3e, on est à même de pouvoir s'intérioriser de la sorte et pouvoir mener une telle réflexion? Et aussi, est-ce que ce type de projet n'est pas élitiste? Est-ce que pour quelqu'un qui est dans l'informel, qui nous suit peut-être, est-ce qu'il peut se dire que moi aussi je peux établir ce projet? Ben absolument, il est possible pour tout le monde. Pour commencer avec votre dernière question, ce n'est pas seulement pour ceux qui étudient. Celui qui est informel ou celui qui est dans quelles que soient les activités, tu as ton rêve pour ton activité, tu peux rêver de ton activité, d'accord? Donc c'est possible, et c'est pas technique. Quand tu prends quelle que soit l'activité, c'est pas technique. Nous sommes des humains, nous avons des valeurs, nous avons une compétence technique, nous avons des qualités humaines. Faudrait pas qu'on s'analyse sous le prisme de nos défauts seulement. Nous avons des qualités, un être humain est fait de ça, de qualité, de défaut. Donc ce n'est pas du tout technique, d'accord? Donc c'est possible. Maintenant, pour celui le plus jeune en 3e, oui, si vous vous rappelez, je l'ai dit, si les parents étaient sensibles
sensibilisés, d'accord? Parce qu'il faut à ce moment qu'on les accompagne. Malheureusement, on peut se retrouver avec des parents qui ne sont pas sensibilisés. Ça commence pas à la 3e, ça commence plus loin. Moi, quand j'étais petit, ma mère me posait la question, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Et justement, je disais, au CP1, je voulais être médecin. D'accord? Et puis bon, j'évolue avec je voulais être médecin, jusqu'en 6e où je me rends compte que j'étais nul en maths. D'accord? Je pose des questions, on me dit il faut maths, il faut SVT, il faut ci. Je dis ah d'accord, si c'est ça, c'est que être médecin n'est pas fait pour moi. Voilà, et d'accord, je recommence la réflexion. D'accord? Et pour en arriver à ce que je fais aujourd'hui, il y a eu plein de métiers. D'accord? Mais ce souci de penser au futur, ce souci de dire qu'est-ce que je veux faire dans ma vie, qu'est-ce que je veux apporter, je voulais être architecte, je voulais être expert comptable, d'accord, mais c'est déjà quelque chose, d'accord, mais ce souci-là va t'amener à faire quoi? À te questionner. Que moi je fasse par exemple un bac A, c'était pas un hasard, je ne savais pas quel métier je voulais faire exactement en son temps, mais au moins je savais à quoi j'étais pas bon. Donc mes compétences, je savais à quoi j'étais bon, à quoi j'étais pas bon. Et j'ai choisi d'aller en A parce que justement, j'étais très nul en mathématiques, très nul en physique, je comprenais un peu de la chimie, mais très nul en physique. Et les SVT, j'aimais pas du tout. D'accord? Donc quand je fais le tour d'horizon de tous les débouchés, de toutes les filières ou de toutes les formations qui existaient après le BPC, c'est le bac A qui s'offrait à moi. Vous voyez? Et donc je fais le choix d'aller, sans peut-être définir tout l'horizon, mais au moins j'ai un commencement. Donc c'est possible. Et moi je l'ai fait, sans que, c'est pas mes parents qui m'y ont amené, je l'ai fait. Mais si les parents sont sensibilisés, ça peut aider. Je conseille à nos téléspectateurs, j'ai pas le nom exact de ce film-là, mais c'est un film magnifique, c'est les sœurs Williams. Je n'ai pas le nom exact, je ne me rappelle plus du nom exact du film. Mais ça retrace la vie de Serena et de sa sœur, les sœurs Williams, les champions athlétiques. Je vous promets que vous allez voir, c'est pas un hasard, c'est le père qui a tout dessiné. Il a écrit. Et il a mis des choses en place pour que ça arrive. C'est pas du tout un hasard. Et vous allez comprendre même le fait d'opérer des choix stratégiques. Quand on va dans le film, on va voir qu'il a eu des propositions qu'il a refusées. Parce qu'il avait une direction. Est-ce qu'il avait l'assurance? Non. Pas du tout. Est-ce que pour certaines personnes qui n'ont pas un mental d'acier, est-ce que l'échec ne peut pas être un obstacle quand on établit ces types de projets? Est-ce que parce que j'ai voulu atteindre tel ou tel objectif, je n'y suis pas parvenu? Est-ce qu'on ne risque pas de se bloquer et de ne plus avancer aussi? Pour ceux qui ne sont pas mentalement... Il faut travailler ton mindset, il faut travailler tes paradigmes. Voilà. Et plus tu travailles tes paradigmes, plus l'échec est un tremplin. L'échec, c'est normal, c'est un bon tremplin, parce que l'échec porte en lui-même des leçons. Et si tu les intègres, tu corriges le tir, tu recadres. Voilà, ça n'est pas dit que parce que tu as rédigé ton projet professionnel, tout va couler de source. Non, c'est pas possible. Voilà, le succès a cette capacité-là d'être un processus lent et douloureux. D'accord? Et ça a un prix à payer. Mais ce prix à payer là, il est moindre pour moi par rapport au prix de l'échec total d'une vie. D'accord? Donc oui, il y aura de l'échec, mais parce que tu as le paradigme nécessaire, parce que tu as l'état de pensée nécessaire, tu as le mindset nécessaire, tu peux te dire, oui, j'ai échoué, je m'assois froidement, je regarde dans l'échec, qu'est-ce qui n'a pas marché, je corrige, je recadre, et vous allez voir qu'à la fin, c'est ce qui est conseillé, d'accord? Parce qu'il ne sert à rien de dessiner sa direction sans agir, sans recadrer, et puis sans réévaluer, et puis recadrer le tir. Voilà. Comment on arrive à explorer cela et à entamer sa phase d'action? Alors, en fait, la deuxième phase, c'est la recherche d'informations. Oui, je veux. Oui, je suis. Je ne suis pas, je suis ou je ne suis pas. Mais après, il faut avoir des informations. Il faut savoir, quand vous prenez par exemple un métier va avoir plusieurs débouchés. C'est pas fondamentalement parce que j'ai fait marketing que je vais terminer dans cet aspect du marketing. Je pourrais avoir plusieurs autres aspects du marketing. Et qu'est-ce qui me conviendrait? Donc, l'exploration est nécessaire. Donc, il va falloir rechercher. Et une fois que nous avons fait le bilan et que nous avons su qui est-ce que nous sommes, qu'est-ce qui nous conviendrait et que nous avons déterminé, si vous voulez, l'aspiration que nous avons de manière profonde, nous allons nous interroger sur les étapes, nous allons nous interroger sur tout ce qu'il faut comme compétences, comme qualité personnelle, et c'est ça qui va nous permettre à la fin, donc à la troisième étape qui est la rédaction, qui va nous permettre de corriger le tir. Parce qu'au niveau du bilan, on peut être un peu flou, mais au niveau de la phase d'exploration, tout se clarifie.
on peut faire le gap entre qui nous sommes et peut-être nos aspirations, parce que nous allons collecter de l'information sur les aspirations qu'on s'est dessinées ou ce qu'on pense possible et faisable, réalisable pour notre vie. Et ça demande que nous aiguisons nos capacités de recherche, parce que ça demande de s'investir à rechercher. Ça demande que nous capitalisons l'ensemble de nos connexions. Donc tout ce que tu peux, les doyens que tu as autour de toi, les oncles, les tantes, tout ce qui t'entoure sont une piste, sont une porte d'information pour toi. Et ça te demande justement d'aller vers avec des questions que tu te poses sur ton avenir. Oui, par exemple, pour revenir à mon choix, je ne savais pas je n'avais pas toutes les informations sur les débouchés, mais je savais juste que j'étais pas bon en maths et en physique, d'accord, et que j'aimais pas les SVT. Mais je suis allé vers un oncle et puis je lui ai demandé, mais tonton, après le BPC, quels sont les choix qui s'offrent à moi? Il a dessiné A, C, D, A, B, F, il a dessiné tout et puis il a donné ce qu'il faut, ce qu'il ne faut pas, ce qu'il faut, ce qu'il ne faut pas. Et quand j'ai regardé au tableau, je me rappelle comme c'était hier, c'était à la maison, il a mis ça sur un tableau, j'ai regardé au tableau, j'ai dit, mais tonton, moi quand je regarde, ce n'est que la A. D'accord? Donc, je me suis fait accompagner par quelqu'un qui était devant moi, qui avait déjà vécu donc ces éléments, qui avait des informations sur ces éléments et qui pouvait me dire, ici il faut ça, ici il ne faut pas ça, ici ça c'est nécessaire, ici même si tu n'as pas ça, ce n'est pas un problème. D'accord? Ensuite, nos stages, pour celui qui se retrouve par exemple après les études, nos stages sont un bon moyen. Quand on arrive à stage, je l'ai déjà dit encore, c'est une période d'apprentissage. Nous devons capter les informations, lire notre environnement, nous connecter à des gens, peut-être des gens qui sont dans l'entreprise, qui portent en eux nos aspirations et qui vont nous dire, tu sais, voilà le chemin, voilà où j'ai commencé, voilà les étapes que j'ai franchies pour en arriver là où je suis. Ça te permet à toi de pouvoir voir les étapes, d'entrevoir les étapes. Le mentorat est un bon moyen encore pour ça, parce que tu as un dévancier qui va te guider, d'accord, c'est encore un bon moyen. Participer à des activités, des panels, des conférences, tu as l'avantage de rencontrer des professionnels qui, surtout si tu choisis bien tes panels et qui sont en adéquation avec tes sujets, tu vas aller rencontrer des gens qui partagent les mêmes sujets que toi, d'accord. Donc c'est une opportunité, mais cette exploration est nécessaire, sans quoi tu ne peux pas arriver donc à la dernière phase. Comment on arrive à rédiger son plan d'action? Ça va commencer par les objectifs, d'accord. Donc tu vas devoir fixer des objectifs. Je ne vais pas revenir sur les objectifs, on en a parlé largement ici, mais ça va commencer par tes objectifs. Donc par l'orientation que tu donnes à ta vie professionnelle et personnelle, d'accord. Ensuite, ça va partir maintenant vers un plan d'action. Oui, il faut des objectifs, mais comment je réalise ces objectifs-là? Donc ça va partir d'un plan d'action. Idéalement, pour celui qui n'a pas, nous on conseille déjà, et les entreprises le font. Quand une entreprise te parle d'un plan stratégique, il fait quoi? Il établit son aspiration sur 5 ans. D'accord? Et puis ensuite, il va le décliner en objectif annuel. D'accord? Donc, l'individu peut le faire également. Donc, voilà l'horizon 5 ans que je veux. Et donc, à partir de cet horizon 5 ans, en fonction des informations que j'ai, voilà les étapes. Donc, voilà ce qu'il faut faire à l'horizon N plus 1, N plus 2, N plus 3 jusqu'à N plus 5. D'accord? Donc, tu as ça. Tu établis les étapes. Donc, les étapes qu'il faut, le plan d'action, comment tu arrives à franchir chaque étape. Et puis, enfin, il faut agir. Il faut agir parce que si tu n'agis pas, rien ne va se passer. D'accord? Donc il faut agir, il faut faire un bilan. Donc il faut agir avec persévérance, avec résilience pour revenir à votre question d'échec. Il faut savoir agir avec persévérance et résilience. Et pouvoir, si tu veux t'auto-diagnostiquer toujours, être dans cette attitude permanente d'auto-diagnostic et puis de recadrer. Donc tu fais un bilan. Et moi, je recommande généralement un bilan semestriel. En fonction de l'objectif annuel, tu fais un bilan semestriel. D'accord? C'est le minimum. Je vais dire même, c'est trop. Si tu pouvais faire un bilan trimestriel, c'est déjà avantageux. Mais un bilan semestriel, c'est déjà très bon. D'accord? Qui te permet de recadrer, de voir l'écart qu'il y a entre ce que tu as réalisé déjà, le temps qui te reste, et puis ce que tu comptes réaliser ou que tu veux réaliser sur une année donnée et qui rentre en ligne de mire de tes aspirations sur un horizon peut-être de 5 ans, de 10 ans et tout. Voilà. Et tout ça après, il faut le mettre sur un document. Voilà. Alors, 3 minutes de temps d'antenne pour nous. J'ai envie de poser une question parce que quand j'écoutais l'exemple tout à l'heure de ce qui a été dessiné déjà au tableau pour que l'on arrive à s'apercevoir quels sont les débouchés qui s'offrent à moi, qu'est-ce qui ne m'avantage pas, eh bien, j'ai envie de poser cette question. Il y a
a ces adolescents qui se retrouvent dans une dynamique, qui ont fait leur option à partir de leur projet professionnel, mais un projet qui n'est pas en phase avec l'aspiration parentale, qui se permettent de réorienter. Comment est-ce qu'on procède dans ce cas de figure pour cet adolescent qui nous écoute, qui a peut-être son projet professionnel, mais qui voit que le parent l'oriente ailleurs parce qu'il estime que là, c'est pas bon? D'accord. Bon, c'est à deux niveaux, hein. C'est double. Moi, j'estime souvent que nous ne savons pas vendre nos rêves à nos parents. D'accord. Donc souvent, nous ne savons pas vendre nos rêves à nos parents. Et ça, il faut que l'enfant sache vendre le rêve aux parents. D'accord. Mais en même temps aussi, il y a un problème au niveau des parents. Et j'en rencontre énormément où les parents veulent que le gars fasse telle chose exactement et le gars n'est pas en phase avec. Donc ça demande aussi une ouverture d'esprit au niveau des parents pour savoir écouter, pour savoir responsabiliser l'enfant. Mais ça n'arrive pas à la fin. C'est tout un parcours. C'est depuis, c'est depuis l'enfance que tu conduis ce parcours, que tu fais ce processus-là qui te permet à toi soit de pouvoir confier de responsabiliser ton enfant, qu'il ait le principe de responsabilité de sa vie, mais aussi à l'enfant de construire cette capacité aux parents de lui faire confiance. Maintenant, si tout est essayé que ça ne marche pas, moi je crois en la loi de l'obéissance. D'accord. Donc pour ce jeune qui a tout essayé, vraiment qui a mis tout en œuvre, qui a essayé de convaincre les parents, mais le parent reste non ouvert, moi je crois beaucoup en la loi de l'obéissance. Souvent les parents n'ont pas tort, parce que l'enfant justement c'est un débat argumentaire et l'enfant n'a pas tous les éléments qu'il faut par rapport à son aspiration et autres. D'accord. Mais il faut l'accompagner, qu'il se rende compte que ce qu'il veut n'est pas fondamentalement ce qui est idéal. Mais arrêtons aussi nous parents de vouloir vivre nos rêves dans nos enfants. Ça c'est un danger parce qu'on l'amène vers quelque chose qui ne lui correspond peut-être pas et ça peut être dangereux. Donc c'est double et ça encore vous pouvez vous faire accompagner, je vous dis, à travers un coaching et nous avons notre spécialiste maison qui vraiment est porté sur ces questions de famille, ces questions de succès et qui pourra vous accompagner dedans. Mais à l'enfant, pour terminer, pour chuter, si tu as tout essayé que ça ne marche pas, obéis. Voilà. En 30 secondes, il y a aussi une reproche qui a été faite aux parents. Pourtant, le rêve de tout parent, c'est que du positif pour l'enfant aussi. Mais pas ton rêve à toi. Accompagne-le à découvrir son rêve. Moi, je dis, si mon enfant dit qu'il veut devenir vendeur de Nescafé, ben, ainsi soit-il. La seule chose que je te demande, c'est d'être le meilleur vendeur de Nescafé qui existe. C'est tout. Merci Ibrahima Sanogo. Je rappelle que vous êtes le directeur général adjoint du cabinet Salomon Conseil. Grandement merci pour avoir accepté de partager bien cette thématique avec nous. Merci à vous de nous recevoir et excellente semaine à tous nos téléspectateurs et auditeurs. Acceptons de payer le prix du succès. Merci à vous, auditeurs et téléspectateurs. Ainsi se referme donc à ce numéro du DEJ Matinal Info de True TV et Watt FM. En attendant de vous retrouver, Dieu voulant, pour un autre numéro, et bien, non seulement portez-vous bien, mais aussi et surtout que Dieu bénisse le Burkina Faso. Au revoir. True TV, la télé interactive.